Salam alaikum, bienvenue dans cette troisième partie du cours sur l'architecture des processeurs de traitement numérique du signal. Donc, nous avons vu la dernière fois l'architecture pipeline et comment elle est utilisée pour maximiser au maximum le parallélisme. Aujourd'hui, donc, on va voir les registres des DSP CC1000. Donc, commençons par les registres à usage général. Donc, le CCX possède donc, un registre pour chaque chemin de données, comme on l'a déjà vu. Donc, le chemin de données DP1 et le chemin de données DP2. Pour le DP1, il contient 16 registres qui sont notés de A0 jusqu'à A15. Et le chemin DP2, donc chemin de données numéro 2, il contient également 16 registres notés B0 jusqu'à B15. Donc en tout, nous avons 32 registres. Et chaque registre a une taille de 32 bits. Ces registres peuvent être utilisés donc comme registre de données ou comme registre d'adressage ou des registres pour des tests logiques. Donc, commençons par voir cela de plus près, donc en détail. Donc on voit ici que là, nous avons le premier schéma de données. Je vais essayer de l'encadrer. Donc voici le schéma de données numéro 1. Et en bleu, donc le schéma de données numéro 2. Et à l'intérieur de chaque chemin, donc nous avons les registres A0 jusqu'à A15 qui sont connectés avec les unités fonctionnelles numéro 1. Donc l'unité fonctionnelle L1, S1, M1 et D1. Remarquez le câblage ici. Vous voyez que nous avons S1 ici qui veut dire source 1 de 32 bits, donc c'est une source de 32 bits, et source 2 également de 32 bits. Donc ça, c'est les opérandes à utiliser dans chaque unité fonctionnelle. Et l'unité fonctionnelle nous renvoie donc le résultat dans un registre de destination qui doit être également de 32 bits D. Donc vous voyez ici S1, S2 et D. Donc pour le S1, nous avons le choix, donc le choix entre un registre A ou un registre. Donc si vous suivez ce câble-là, donc vous voyez que ça vient des registres B. Alors que pour la source numéro 2, donc c'est également la même chose. Donc on peut prendre un registre A ou un registre B. Donc on voit que pour l'unité L, donc les opérandes peuvent être les opérandes sources donc peuvent être les registres A ou le registre B, donc pas de problème. Sauf que le résultat doit être enregistré dans un registre du même chemin de données, donc un registre A dans ce cas-là. Et si on va vers le chemin de données numéro 2, donc on voit que les sources là peuvent être d'origine A ou B, mais la destination doit être B, donc du même chemin que l'unité fonctionnelle, donc l'unité fonctionnelle L2 dans ce cas, donc le schéma de données numéro 2, donc là on doit utiliser un registre de destination B. Contrairement où l'unité fonctionnelle M1, donc vous voyez que pour le M1, la source 1, donc le registre S1 ou l'opérande S1 doit être issu des registres du même chemin de données, donc dans ce cas les registres A. Alors que pour la source numéro 2, donc on a le choix entre la source du même chemin ou de l'autre chemin de données, donc A ou B, peu importe, ce n'est pas important. Mais pour la source 1, elle doit être
du même chemin de données. Et pour la destination, donc c'est toujours valable. Donc retenez bien cette règle que les registres de destination doivent être toujours du même chemin de données. Concernant l'unité D1, donc c'est la même chose, sauf que là, on doit utiliser toujours des registres de du même chemin de données. Donc si vous prenez par exemple, vous utilisez l'unité fonctionnelle D1 et que vous choisissez comme registre S1 un registre par exemple le B0 ici, donc là ça ne sera pas possible vu la limitation de cette architecture DSP-CCX. Également, cette possibilité de choisir l'une ou l'autre chemin ici, donc c'est possible grâce à ce qu'on appelle les chemins de données croisés ou tout simplement appelés chemins croisés. Et notez, comme vous le voyez ici, un X veut dire que c'est un chemin croisé à partir du chemin de données 1 vers le chemin de données 2. Et 2X, c'est un chemin croisé du chemin de données 1, donc que vous voyez ici, vers le chemin de données numéro 1. Donc c'est un chemin croisé. Donc un X, c'est celui qui connecte le chemin de données numéro 2 vers le 1. Et le 2X, c'est le chemin de données croisé qui connecte le 2 vers le 1. Également, il y a une possibilité d'utiliser des opérandes d'une taille de 40 bits, donc de type long. Donc, cela est possible seulement sur l'unité L1 et S1. C'est valable aussi pour le chemin de données numéro 2, donc S2 et L2. Également, il y a les bus que vous voyez ici, les bus ST1 pour la lecture, pour l'écriture mémoire et LD1 pour la lecture mémoire. Vous voyez que leur taille elle est de 32 bits. Et dans le cas du DSP à virgule flottante comme le C6713 que nous sommes en train d'étudier, donc là nous aurons deux bus LD1. Donc le LD1 qui va contenir les 32 bits MSB et un autre qui va contenir les 32 bits LSB. Cela permet de lire 64 bits en mémoire, donc lire un nombre à virgule flottante de type double précision. C'est également le cas ici donc pour le schéma de données numéro 2, donc LD2, LD2 et le ST2. Donc tout ce que je dis sur le schéma de données numéro 1, il est valable sur l'autre chemin de données. Également, il y a, une autre chose qu'on doit mentionner ici, c'est la connexion entre le chemin de données 1 et le chemin de données 2. Elle se fait grâce au chemin croisé, nous l'avons déjà mentionné, mais il y a une autre connexion entre l'unité fonctionnelle D1 et D2, donc les unités chargées de lire et d'écrire en mémoire. Donc cela est possible grâce aux deux bus DA1 et DA2. Donc vous le voyez ici qui sont croisés, les deux bus sont croisés. Donc là vous avez le choix. Donc D1 peut utiliser le DA1 ou le DA2 et le D2 peut utiliser le bus DA1 ou DA2. Donc le D1 n'est pas limité seulement au bus DA1 et D2 n'est pas seulement limité au bus DA2. Rappelons que ce D1 et DA2, c'est les bus d'adressage de données. Donc c'est les bus qui sont utilisés pour l'adressage des données, donc pour accéder à la mémoire. Donc, ils sont utilisés par LD1 et ST1 et LD2 et ST2. Donc, ce trio, il est utilisé ensemble. Donc, côté programmation, donc sur Code Composer,
Donc, si vous essayez, par exemple, de voir comment tout cela se passe, donc si on revient sur Code Composer, donc prenons un exemple ici. Donc, par exemple, si j'essaie de réaliser cette opération-là, donc vous voyez là, S1, S2 et l'unité L1. Et comme nous avons, pardon, essayer de laisser le nom des registres apparaître. Donc vous voyez là le registre source S1, S2. Donc là, nous avons le choix entre les registres A0 jusqu'à A15 ou un registre provenant de l'autre chemin de données qui est le chemin de données numéro 2. Donc, faisons un exemple ici rapide. Donc, si on souhaite faire une addition en utilisant l'unité L1 entre la source 1 et la source 2, disons que la source 1 c'est le registre A0, la source 2 c'est le registre A1, et le résultat de destination, vous voyez qu'on doit utiliser un registre du même chemin de données, donc un registre A. Donc on peut réutiliser les mêmes registres A0 ou A1 ou utiliser un troisième registre, par exemple A2. Cela est valable aussi si on aurait utilisé par exemple B0. Donc c'est valable parce que là, on a le choix. Donc on a le choix ici. Donc vous voyez qu'on peut utiliser le chemin croisé ici. Donc on peut utiliser un registre A ou un registre B. C'est cela qui nous permet d'utiliser les deux registres comme opérande source. Également pour la source numéro 2, donc pour l'opérande numéro 2, on peut utiliser B1 par exemple, ou A0 et B1. Donc toute cette combinaison, elle est valable. Sauf que pour la multiplication, donc si on aurait utilisé la multiplication, donc multiply, donc c'est le mnémonique MPY, donc MPY, qui nous indique que nous sommes en train de donner une instruction de multiplication à l'unité. Donc là, ça change l'unité vers M1. Et comme c'est une multiplication, donc on va voir ici que la source 1 doit être du même chemin de données. Donc là, on ne peut pas utiliser B0. Donc on doit utiliser A0 ou jusqu'à A15. Donc nous avons 16 registres A, mais on ne peut pas utiliser un registre B. Pourquoi? Parce que vous voyez ici la source S1, elle doit être issue, donc elle doit provenir du même chemin de données. Alors que pour la source numéro 2, nous avons le choix. On peut utiliser un registre A ou un registre B. Donc, par exemple, ici, on utilise B0. Et la destination, comme je vous ai dit, la règle ici, c'est que tous les registres de destination doivent être du même chemin de données. Donc, vu qu'on utilise là 1, donc on utilise le registre de destination A, qui vient du chemin de données numéro 1. Voilà, concernant les registres à usage général du CCX. Donc ces registres-là, donc comment ils sont utilisés donc en programmation? On peut l'utiliser en mode short, donc sur 16 bits, sur 32 bits, donc integer ou simple précision en virgule flottante, en 40 bits long ou en 64 bits, double long ou double precision en virgule flottante. Donc, pour les tests de conditions, il y a certaines limites à retenir. Donc, souvenez-vous bien de cela. Donc, si on souhaite réaliser un test logique, donc un if-else, donc si, sinon, sur plusieurs registres, donc on doit utiliser les registres A0 et A1 pour les conditions et B0 jusqu'à B2 pour
les conditions sur le chemin de données numéro 2. Donc, nous avons en tout 5 registres. Le registre A0, le registre A1, le registre B0, le registre B1 et le registre B2. Alors que pour l'adressage circulaire, donc on utilise les registres de A4 jusqu'à A7 et de B4 jusqu'à B7. L'adressage circulaire, c'est quoi? L'adressage circulaire, c'est pareil que l'adressage que vous avez l'habitude d'utiliser, donc l'adressage linéaire, donc indirect linéaire. Mais dans l'adressage circulaire, c'est que on a un registre ou une plage d'adresses qu'on parcourt de façon circulaire, donc par façon répétitive. Je vous donne un exemple ici. Par exemple, vous avez là x0, etc. Et vous avez votre pointeur pointé ici. Par exemple, disons que c'est A4, un pointeur, où je mets l'étoile ici pour indiquer que c'est un pointeur. Donc, il pointe sur cette adresse-là. Donc, à chaque incrémentation, donc post-incrémentation, donc vous parcourez ce tableau-là, ou ce bloc mémoire, donc il va s'incrémenter. Et une fois qu'il atteint la fin du bloc, si vous incrémentez, encore une fois, donc il va sortir de cette plage-là. Ça, c'est l'adressage linéaire que vous avez l'habitude d'utiliser. Sauf qu'en traitement numérique du signal, on a l'habitude d'utiliser des zones mémoire de façon répétitive. Donc, un tableau utilisé de façon répétitive. Par exemple, des coefficients, donc, ou des réponses impulsionnelles d'un filtre à réponse impulsionnelle finie. Donc, ces coefficients-là ne vont pas changer, donc, et on va les utiliser de façon répétitive et de façon constante. Donc, une fois que votre programme il a atteint cette partie-là en adressage circulaire, si vous faites une auto-incrémentation, donc une post-incrémentation, ce que va faire là le processeur, c'est donc il va réinitialiser directement ici le A4 sur X0. Donc c'est ça l'adressage circulaire. Donc vous voyez que il va parcourir cette plage ou cette zone mémoire de façon circulaire. Donc il va tourner en rond sur cette zone-là pour la parcourir selon le besoin. Donc nous allons revenir à cela lors de la partie programmation CCX. Et juste là pour que vous soyez au courant de ce que c'est un adressage circulaire. Donc là, j'ai lancé Code Composer. J'ai ouvert un des fichiers où on a utilisé les registres comme des conditions, donc des registres de conditions. Donc vous le voyez ici, par exemple, le registre B1, il est utilisé comme condition. Donc voilà le principe d'utilisation des registres à usage général comme registre, condition. Donc là, comment on lit cette instruction? Donc entre crochets, là vous voyez les deux crochets, B1. Donc B1 il contient une valeur 0 ou 1. Donc lorsque B1 il est différent de 0, faites un branchement, donc B c'est un branchement, donc un saut, un jump, vers l'adresse de l'étiquette ou label loopconf. Loopconf c'est une adresse utilisée dans ce programme de la convolution en utilisant l'unité fonctionnelle S1. C'est S1 qui va exécuter cette instruction de branchement. Mais à condition que B1 soit différent de 0. Si B1 il est égal à 0, donc là, il ne va pas faire le branchement. Donc entre crochets, quand vous mettez un registre de conditions, donc le registre A0 ou A1, donc A0 ou A1 ou B0 ou B1 ou B2, donc
là, vous indiquez au processeur que vous souhaitez réaliser un test de condition en fonction de la valeur de B1. Donc, si B1 il est différent à 0, il va exécuter cette instruction. Si B1 il est différent de 0, donc il va continuer l'exécution séquentielle comme prévu. Voilà concernant les registres de test de condition et les registres utilisés pour l'adressage circulaire. Pour le reste, ils sont utilisés donc le plus normalement possible quand vous avez l'habitude d'utiliser les registres d'un processeur. Pour les cas de 40 et 64 bits, donc comme vous voyez, ces registres sont tous des registres 32 bits, donc ils ont une taille de 32 bits. Donc si on souhaite réaliser, si on a des opérandes de 40 bits, comme c'est le cas pour les opérandes de type long, ou les registres les opérandes 64 bits, comme les opérandes de type à virgule flottante double précision, double. Donc là, on doit utiliser une paire de registres, donc deux registres en même temps. Comment cela est possible? Donc on doit les indiquer par cette écriture-là, donc A0, deux points, A1. Cela indique qu'on utilise A0 et A1 ensemble. Il faut juste noter que vous ne pouvez pas utiliser par exemple A0 avec A5. Il faut toujours utiliser les registres adjacents, donc qui ont leur indice adjacent, donc A0 avec A1, A2 avec A3, A4 avec A5, etc. C'est valable aussi pour l'autre chemin de données, donc B0, B1, B2, B3, B4, B5, etc. jusqu'à A14, A15 pour le chemin de données numéro 1 et B14, B15 pour le chemin de données numéro 2. Donc voilà concernant l'utilisation des opérandes 40 et 64 bits. Pour les chemins de croisée que nous avons déjà expliqué tout à l'heure, donc nous allons les revoir ici en détail. Donc commençons par le chemin croisé numéro 1, 1x. Vous voyez que c'est ici 1x, il permet de connecter le chemin de données numéro 2. Donc voici le chemin de données numéro 2. Donc il permet de le connecter avec le chemin de données numéro 1. D'où l'appellation 1x ou chemin croisé, parce qu'il croise un autre chemin qui est le chemin numéro 1. Pour le chemin de données 2x, c'est aussi valable. Vous voyez ici par exemple, en rouge, notre chemin de données croisé qui vient ici pour la source du multiplicateur numéro 1, donc l'unité fonctionnelle numéro 1, M1. Et là, nous avons le choix si on peut prendre un registre du chemin de données 1 ou un registre venant du chemin de données numéro 2, passant par ce chemin croisé. Donc, il y a une règle à respecter ici, c'est que, et il faut que vous devez vous souvenir de cela, c'est que les unités L1, S1 et M1 peuvent lire les registres B à travers chemin croisé 1x. Donc, à l'exception de D1. Donc, vous voyez que D1 n'a pas de chemin croisé. C'est valable aussi pour D2. D2 n'a pas de chemin croisé. Mais pour le reste des unités fonctionnelles, L2, S2, M2, ils ont un chemin croisé noté 2x. Le nombre de lectures aussi, il est limité à une lecture par chemin par cycle. Donc, souvenez-vous bien de cette règle-là. Donc, le nombre de lectures est limité à une lecture par chemin par cycle. Donc, vous avez deux instructions max en parallèle. Donc, vous ne pouvez pas utiliser le même chemin deux fois dans le même cycle, ce qui est logique. Donc, il est déjà occupé, donc vous ne pouvez pas l'utiliser deux fois en parallèle. Voici un exemple ici. Là, vous avez multiplication 2, un registre A5. Donc, vous voyez que la source 1 doit être du même type, donc 1 ici, donc A5. Alors que pour la source numéro 2, nous avons le choix entre B5 et A5.
Donc là, si on utilise B5, donc on va utiliser l'autre chemin de données, donc le deuxième. Donc on utilise 1x, vous voyez le 1x là, chemin croisé, et on fait appel à l'un de ces registres là du chemin de données numéro 2, comme dans cet exemple, c'est le B5. Alors que le registre de destination doit être un registre du même chemin de données, donc dans ce cas A5. On ne peut pas utiliser B5 ou un autre registre du chemin de données numéro 2. Donc on est tenu d'utiliser un registre du même chemin. Donc voilà concernant le chemin de données croisés 1x et 2x. Il existe également les chemins croisés T1 et T2. Ces chemins-là que nous avons décrits tout à l'heure, donc j'essaie de les souligner ici. Donc vous les voyez ici. C'est ça les chemins T1 et T2. C'est des chemins croisés pour l'utilisation de deux bus d'adressage de données DA1, DA2. Donc, voyons cela de plus près avec un petit exemple. Donc, vous voyez ici qu'il existe deux chemins, deux bus d'adresse donnée, donc notés DA1 et DA2. DA1 et DA2, lorsqu'ils sont croisés ici, on les appelle T1, T2. S'ils ne sont pas croisés, donc on les appelle DA1 et DA2. Si on souhaite les utiliser, on doit, comme pour les chemins croisés 1x et 2x, pour les chemins croisés T1 et T2, on doit mentionner cela sur l'instruction. Et en général, on fait appel à eux lorsqu'on utilise un chargement, donc une lecture et une écriture mémoire, donc sur deux chemins de données différents. Donc un échange de registres. Donc la valeur de registre B5 par exemple ici, elle est donnée sur le chemin de données 1. Et là, la valeur du registre A5, elle est lue par l'unité du chemin de données numéro 2. Donc cela nous permet de faire un croisement entre les deux chemins. Vous voyez ici l'instruction LDW. LDW veut dire load word, donc charger un mot de 32 bits à partir de la mémoire. Et donc il va lire les 32 bits en utilisant l'unité fonctionnelle D1 et le chemin croisé T2. Donc voyons cela graphiquement. Ce que va faire, voici notre A0 comme pointeur. Donc voici le pointeur. Donc une lecture mémoire donc doit passer par un pointeur. Donc A0, il passe par l'unité D1 et D1 va utiliser le chemin croisé T2 pour accéder à la mémoire. Et une fois que le résultat est récupéré, donc il est stocké sur B5. Vu qu'on a utilisé T2, donc le résultat, il passe par LD2, le bus LD2, pour charger la valeur qui est celle-là sur le registre B5. C'est une valeur 32 bits. Et là, c'est une écriture mémoire qui se passe en même temps que la première instruction. Vous voyez ici les deux barres qui indiquent que c'est un paquet d'exécution. Et les paquets d'exécution, ces instructions sont, vous le savez, on l'a déjà mentionné avant sur les séances précédentes, que un paquet d'exécution contient des instructions qui s'exécutent en parallèle, donc en même temps, simultanément. Donc là, l'écriture mémoire, c'est une écriture 32 bits. On souhaite écrire 32 bits en mémoire. Quelle est la valeur qu'on souhaite écrire? Cette valeur-là. On souhaite l'écrire en mémoire en utilisant l'unité fonctionnelle D2 que vous voyez ici, en passant par un registre pointeur du même chemin de données, donc B0 ici. Et l'opérande ici, l'opérande source, c'est un registre A5. Donc comment on a pu utiliser un registre A5? Donc là, vous voyez que ce registre-là, il passe par le ST1. Donc on utilise D2, mais au lieu d'utiliser le bus ST2,
donc le bus de l'écriture mémoire ST2, qui est le bus logique connecté directement avec D2, on a utilisé ST1 et cela est possible grâce au chemin croisé T1 que vous voyez ici. Donc c'est ça le principe de croisement des chemins de données et de chemins d'adressage. Donc T1 et T2, c'est un croisement de chemins d'adresse et 1x et 2x, c'est un croisement de chemins de données. Voilà concernant cette partie-là. Maintenant, passons au registre de contrôle. Les registres de contrôle sont différents des registres à usage général. Ils ont pour fonction de contrôler le fonctionnement du processeur DSP. Donc, ces registres sont accessibles en lecture et en écriture. Donc, il y en a qui sont accessibles seulement en lecture et qui sont accessibles en écriture. Et l'accès se fait uniquement, rappelez-vous très bien de cette règle, l'accès se fait uniquement via l'unité fonctionnelle S2. Donc, vous ne pouvez pas accéder à un registre de contrôle sauf à l'aide de l'unité fonctionnelle S2. Donc, on doit utiliser des registres B. En utilisant l'instruction MVC, MVC veut dire en anglais Move Control. Move Control, donc c'est le transfert d'un registre de contrôle. Et elle consomme une phase d'exécution, E1, sur le pipeline. Donc il n'y a pas de délai. Donc la latence, elle est de 1 et le délai également de 1. Parmi les registres de contrôle, parce qu'il y en a plusieurs, les registres qui sont communs à toute la famille CC1000 et qui existent aussi sur le DSP qu'on est en train d'utiliser, le C6713. Donc, il y a le registre CSR, le registre PCE1 et le registre AMR. Le registre CSR, c'est Control Status Register. C'est le registre de contrôle d'état. Donc, il permet de contrôler l'état du DSP. Nous allons voir cela en détail. Il y a un autre registre, le Program Counter E1. Donc, il permet de calculer le nombre de cycles d'exécution du programme jusqu'à la phase E1 du pipeline. Donc, vous trouverez toujours dans ce registre donc, un compteur. Et l'AMR, c'est quoi le AMR? C'est Address Modes Register. Address Modes Register, il permet d'activer l'adressage circulaire. Donc, si on souhaite activer l'adressage circulaire, on doit passer par le registre de contrôle AMR. C'est lui qui a le contrôle sur le registre d'adressage circulaire. Rappelons que le registre d'adressage circulaire, c'est de B4 jusqu'à B7 et de A4 jusqu'à A7. Nous les avons déjà vus sur les diapos précédents. Commençons par le compteur programme. Donc, il contient toujours l'adresse du paquet fetch qui va être exécuté sur la phase E1. Donc, vous voyez ici que PCE1, donc R et plus X. Comment lire tout cela? Donc, vous voyez que ce registre, il a une taille de 32 bits. R veut dire read only, donc on peut juste le lire. On ne peut pas écrire sur ce registre, ce qui est évident parce que ce registre, c'est un compteur programme. Et comme c'est un compteur programme, il contient toujours l'adresse du paquet qui va être exécuté, donc le paquet qui va suivre dans la phase E1. C'est pareil pour le registre PC que vous avez l'habitude de voir sur les processeurs d'Intel 86. Également, nous voyons ici que le X là veut dire que lors d'un reset, donc une remise à 0, donc sa valeur, elle est variable, donc inconnue, X. Donc indéterminé, comme c'est mentionné ici. Et là, on peut le lire via l'instruction MVC. Donc MVC, c'est elle qui permet de lire ce compteur-là.
Donc, comment on fait? Donc, on écrit MVC. Et vous m'excusez toujours pour l'écriture parce que j'ai pas un autre moyen pour écrire sauf la souris. Donc là, MVC, point. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut utiliser l'unité toujours S2. Vous ne pouvez pas utiliser une autre unité pour lire un registre de contrôle. Là, nous avons le PCE1. Donc vous écrivez PCE1. Et ensuite, le registre que vous souhaitez, son schéma de données, donc B0 par exemple. Là, B0 va contenir la valeur de PCE1. Donc, voyons un exemple sur Code Composer. Donc, par exemple, ici, voyons les registres. Donc, les expressions, registres. Voilà. Vous allez dans Core Register. Vous les voyez ici. Et quand vous entrez là, vous allez trouver les registres les registres de contrôle. Là, le PC, la table, les registres d'interruption, la table d'interruption. Là, vous voyez aussi l'adressage et le contrôle. Et là, c'est le FAUCR. Et tous ces trois registres sont réservés pour l'arithmétique à virgule flottante. Donc, ils permettent de contrôler l'arithmétique à virgule flottante. Mais c'est des registres de contrôle également. Donc, commençons par ce qu'on vient de voir ici, c'est le PCE1. Donc, vous voyez que sur le PCE1, là, il est simplement en jaune que vous voyez, il contient cette adresse-là. Et là, le PC, c'est Program Counter, donc c'est le compteur programme. Donc, j'essaie de faire, par exemple, ici, MVC, voilà, point S2, PCE1. Donc, il va transférer la valeur du registre de contrôle PCE1 sur un registre P0 pour qu'on puisse le lire sur un registre à usage général. Dans ce cas, P0. Donc, si on compile, plutôt on fait l'assemblage. Pardon, est-ce qu'il y a un problème ici? Voilà. Donc, si on va en mode débogage, donc vous voyez PC là, donc le compteur programme, il contient l'adresse suivante. Donc, si on essaie d'écrire en mémoire cette adresse-là, donc il nous indique que cette instruction-là, sur 32 bits, va être exécutée. Elle est dans la zone .text, qui est la zone du code ou des instructions en mémoire du DSP, qui est la mémoire interne de niveau 2. Donc, vous voyez qu'elle commence à partir de 0, donc L2. Donc, voilà l'instruction qui va être exécutée, c'est cette instruction-là. Pardon, B0. On continue avec le registre CSR, donc registre de contrôle d'état. Donc le CSR, c'est un registre 32 bits également, divisé en 16 bits MSB et 16 bits LSB, et chaque partie, elle a une signification. Donc par exemple, pour les 16 bits MSB, donc du bit numéro 16 jusqu'au bit numéro 23, que vous voyez ici, donc c'est identifier la version de la révision matérielle, et du bit numéro 24 au bit 31, il permet d'identifier le type de processeur DSP. Les 16 bits restants, donc là on a plus d'options. Donc vous voyez que le bit numéro 1, c'est le bit qui maintient de l'interruption prise antérieurement. Donc c'est le double, il réalise le double de l'activation
des interruptions globales, donc Global Interruption Enable. Donc vous avez l'habitude d'utiliser cela avec les microcontrôleurs. Donc c'est le même principe ici. Les bits du numéro 2 jusqu'au 4, du 5 jusqu'au 7, DCC, PCC, c'est pour le contrôle cache programme et contrôle cache données. Donc ils permettent de contrôler les mémoires cache. Donc l'activation du cache, par défaut, vous voyez qu'ils sont 0, donc non activés. Les interruptions également sont non activées par défaut. Et ces bits-là sont en mode RW, donc read, write, donc ils peuvent être sont en mode lecture et écriture. Donc on peut lire et on peut écrire ces bits-là sur le registre CSR. Il existe également un bit EN qui veut dire Indianness. Donc il indique l'Indianness si elle est petite ou grande. Nous avons déjà parlé de cela lors des séances TP. Et la saturation, donc pour la saturation, c'est si on utilise une arithmétique à saturation ou non. Donc pour l'activer, donc par défaut, c'est elle est de la valeur par défaut, elle est de 0. Il existe également le dernier, c'est le PWRD. Donc le PWRD, il permet le contrôle de l'énergie utilisée par le processeur d'ISP, donc le contrôle de la fréquence d'horloge, etc. Par défaut, il est 0, donc il n'est pas activé. Donc le processeur, il utilise son horloge au maximum. Mais si on peut jouer sur cela grâce à ça, à cette partie-là du registre de contrôle d'état. Il est aussi en mode RW, donc en mode lecture-écriture. Donc voyons cela sur le code composer. Donc si on essaie de voir cela sur le composer, donc vous voyez ça, c'est des registres cœur. Vous allez sur CSR, donc voici CSR. Et là vous voyez tout ce qu'on venait de voir sur les diapos, donc l'identifiant des processeurs, l'identifiant de la révision matérielle, donc la gestion de l'énergie, la saturation, le mode saturation, donc l'Indianness, donc comme là elle est en mode little, donc petite, donc elle est égale à 1. Big, c'est par défaut donc 0. Là, le PCC et le DCC pour le contrôle du cache programme et cache data. Et là, les deux bits de contrôle des interruptions globales, donc ils sont par défaut égales à 0. Donc si on souhaite lire ce registre-là ou le manipuler, donc il faut avant tout le transférer à l'aide de l'instruction MVC Move Control, l'unité fonctionnelle S2, ensuite son nom suivi du registre qui va accueillir sa valeur. Donc si on essaie de compiler là, par exemple, vous allez voir que B0, donc B0, là, qu'on va surveiller, lui est CSR, donc vous allez voir que voici la valeur du CSR, on va la transférer vers le registre B0 à l'aide de l'instruction Move Control MVC et l'unité fonctionnelle S2. Et je rappelle pour la énième fois, il faut utiliser l'unité fonctionnelle S2 avec l'instruction MVC. Elle n'est pas valide avec les autres unités fonctionnelles. Par exemple, si vous utilisez S1, ça ne marchera pas. Donc là, si on exécute cette instruction, là, vous voyez que B0, à présent, il contient la même valeur que CSR. Donc voilà concernant CSR. Passons maintenant au registre de contrôle AMR. AMR, c'est un registre qui permet le contrôle de l'adressage. Donc c'est lui qui permet d'activer ou de désactiver l'adressage circulaire. Par défaut, l'adressage circulaire n'est pas activé, c'est l'adressage
linéaire qui est présent. Et ce registre AMR, donc AMR, c'est l'acronyme de Address Mode Register, donc c'est le registre des modes d'adressage. Donc ces 16 bits LSB, ces premiers 16 bits indiquent la taille du bloc à activer selon le registre. Essayons d'expliquer cela plus en détail. Donc prenons le bit 0 et le bit 1. Le bit 0 et le bit 1 sont liés au registre A4. Le registre 2 et 3, A5, etc. C'est les registres dont nous avons parlé tout à l'heure sur les diapos précédents. Vous voyez les diapos précédents. Nous avons dit que les registres à usage général, il y a une partie de ces registres, de A4 jusqu'à A7 et de B4 à B7, qui peuvent être utilisés pour l'adressage circulaire. Donc, vous les voyez ici, ça c'est pour le chemin de données numéro 2, donc de B4 jusqu'à B7, et chemin de données numéro 1, de A4 jusqu'à A7. Prenons l'exemple du A4, et c'est valable pour tous les autres modes. Donc, pour le A4, par défaut, donc sa valeur par défaut, vous voyez que ici, ce registre, il peut être lu et écrit, et sa valeur à la mise à 0, elle est de 0. Donc, sa valeur, elle est de 0 par défaut. Donc, si c'est 0, donc vous aurez 2 zéros là. Donc, 2 zéros, vous allez sur ce tableau-là, 2 zéros indique que le mode linéaire est utilisé, ce qui est le mode par défaut. Si on souhaite utiliser le mode d'adressage, donc on doit écrire sur ce registre AMR, écrire cette valeur-là, donc 0, 1. Donc, on active le mode d'adressage circulaire. Le 1,0 active également le mode circulaire, mais en utilisant une taille de bloc différente. Donc, BK0, bloc 0, et BK1, bloc 1. Nous allons voir comment utiliser ces BK0, BK1 dans le diapo suivant. Mais retenez bien cela que 0,0 c'est le mode linéaire, 0,1 ou 1,0 c'est le mode circulaire, et le 1,1 il est réservé, donc il n'est pas utilisé ici. Donc, et voyons cela sur le code composer. Le registre AMR, voilà. Donc, le surveiller. Donc, vous voyez que AMR, par défaut, il est égal à 0. Vous voyez ici, il est 0. Donc, par défaut, sauf si on essaie d'écrire dessus pour activer le mode d'adressage souhaité sur le registre que vous avez choisi d'utiliser comme registre pointeur d'adressage circulaire. Donc pour les blocs, le BK que vous avez vu tout à l'heure, donc le BK, il nous permet de choisir deux tailles de blocs. Donc soit BK1 ou BK2. Donc là, vous voyez que cette équation-là, donc elle permet de calculer la taille du bloc. Donc, comment on calcule cette taille de bloc? Donc, BK égale 2 à la puissance n plus 1, où n égale à 5 bits. Donc là, si BK0, que vous voyez ici, et BK1 sont égales à 0, donc là, la taille, elle est de 2 bits. Si on prend cette forme-là, elle est de 128 bits. Si on la prend dans cette forme-là, donc on joue sur le n là, elle est de 1 kg, donc 1024 bits. Et si tous les bits de BK0 et BK1 sont à 1, donc on prend une taille de 4 Go. Donc c'est le total. Donc quelle est la différence entre BK0 et BK1? Pardon, là c'est une erreur, donc c'est BK0. Là, c'est BK0, BK1 et non BK1, BK2. Donc, BK0 et BK1. Donc, si on choisit un adressage circulaire sur le registre A4, donc nous avons dit précédemment que si 00, on active le mode linéaire. Si 01,
c'est le mode circulaire sur la taille BK0. Et, et 1, 0, donc 1, 0, on active sur le BK, donc sur le bloc 1. Donc le BK0, BK1 font référence à cette partie-là. Donc en fonction de ce que vous avez choisi, c'est BK0 ou BK1. Comme vous voyez ici, les 5 bits là, c'est ces bits-là. Donc la taille d'un bloc, elle est déterminée par ces bits-là. Par exemple, si on souhaite faire un adressage circulaire sur A4, donc sur le registre A4, donc on active ce mode-là. On a le choix entre 0,1 pour le BK0 et 1,0 pour le BK1. Donc si on choisit le BK0, donc on prend cette partie-là. Et si on souhaite 128 bits, la taille du bloc, donc on déclare cette partie-là sur ces bits-là. Et on aura un adressage circulaire sur un bloc de 128 bits en fonction du mode choisi. Donc voilà le principe de l'utilisation du registre de contrôle du mode d'adressage. Maintenant, voyons les périphériques des différents périphériques de la famille C6000. Donc, on va juste voir ceux qui sont communs à tous les DSP de la famille C6000. On trouve les timers qui sont des timers de 32 bits. Donc, ils peuvent être utilisés pour la mesure de la durée d'un événement, l'énumération des événements, génération d'impulsions, d'interruptions ou la synchronisation DMA, particulièrement la synchronisation DMA, ce qui est important. Aussi, le timer peut avoir une source d'horloge interne, donc la fréquence de l'horloge interne divisée sur 4, ou externe et dispose de deux broches, donc le T-out et le T-input. Donc nous avons ces deux sorties-là, donc c'est comme n'importe quel autre processeur. Vous trouvez également le port parallèle et voici son interface, donc on ne va pas s'attarder sur cela. Les registres utilisés pour ce contrôle et le port série Mac BSP, donc et son utilité, son interface. On trouve également les registres, les entrées et sorties à usage général, les GPIO, donc General Purpose Input Output. Donc c'est le même cas ce que vous avez l'habitude de voir sur les processeurs, c'est les microprocesseurs et les microcontrôleurs PIC ou les microprocesseurs 8086 Intel que vous avez déjà abordé lors du premier semestre. Pour les interruptions, donc il y a une interruption de type reset, remise à zéro reset. Elle dure 21 cycles, elle a une priorité très haute. Et on trouve aussi une interruption non masquée, donc NMI, donc c'est le signal des événements très critiques, pardon. Par exemple, une défaillance imminente, une perte ou une baisse d'alimentation. Aussi, il y a deux interruptions qui sont masquées, notées INT 4 jusqu'à INT 15. Donc là, nous avons l'INT 0 qui a la priorité la plus haute et 4 à 15, donc selon la priorité ici, qui peuvent être des événements internes et externes. Donc c'est des interruptions internes et externes. Donc les interruptions internes peuvent être par exemple le overflow d'un timer, donc le débordement d'un timer. Donc lorsqu'il y a un débordement, il y a un événement de signalé, donc une interruption qui est déclenchée. Donc ces interruptions sont organisées dans une table qui s'appelle IST pour Interrupt Service Table. C'est une table des services d'interruption. À l'adresse 0, on trouve le paquet fetch du reset. 20, donc c'est sur 32 bits. Donc vous voyez 20, donc 0, 20 en hexadécimal, c'est 32 bits. Donc on trouve les interruptions non masquées. Ensuite,
c'est réservé, ces deux parties-là. Donc le interrupt 0, c'est le remise à 0. Le interrupt numéro 1, c'est le ennemi. Les deux autres suivants sont réservés, donc non utilisés ici. Et pour le reste, du 4 jusqu'au 15, donc vous avez les interruptions masquées, les différentes interruptions masquées. Ça peut être les interruptions des timers, les interruptions du DMA, des périphériques ou des interruptions externes au DSP. Cette table-là qu'on voit ici, donc, qu'on voit en détail ici, là, on trouve leur adresse. Donc, vous voyez l'adresse du reset du NMI 020 sur la table. Ça, c'est réservé. Ensuite, viennent les interruptions masquées qui sont en nombre de 14. Donc, en tout, voici les interruptions qu'on peut utiliser. Et chaque interruption elle contient un paquet fetch. Ce paquet fetch il contient les instructions à utiliser et il termine cela par un branchement vers le retour d'interruption. IRP, c'est le registre de retour d'interruption. Donc, il y aura une interruption masquée. Également, on trouve ces interruptions-là qui sont multiplexées, vu qu'il existe beaucoup d'interruptions, donc beaucoup de sources d'interruptions, et c'est variable en fonction du nombre de périphériques du DSP. Là, nous avons des interruptions de connexion et déconnexion du hôte, donc le port parallèle, les interruptions du timer, donc le débordement, le overflow, les interruptions de l'interface mémoire externe, donc lecture-écriture, les interruptions du DMA et les interruptions des ports série, la transmission et la réception des buffers. Donc ces ressources sont multiplexées en 12 sources différentes, de int 4 jusqu'à int 15, donc que vous voyez ici dans l'ordre que je viens de citer. Ça, c'est des interruptions externes, des interruptions DMA et les interruptions du port série. Là, c'est la transmission, réception pour le port numéro 0 et la transmission, réception pour le port numéro 1. Toutes ces interruptions sont multiplexées pour donner ce nombre d'interruptions. Donc là, nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc en tout, les 12 interruptions restantes. Donc en tout, on a 16. Pardon, je vous ai dit tout à l'heure 14. Donc c'est le 12 plus les deux réservés, plus la mise à 0 et les interruptions non masquées. Ça donne en tout 16 interruptions du CPU. Bon, maintenant pour la gestion de ces interruptions, il existe des registres qui peuvent activer l'interruption, lire l'état d'interruption ou les registres pointeurs. Donc on ne va pas détailler tout cela ici, donc on les verra lors des séances en présentiel. Donc, plutôt les séances TP en présentiel, on aura affaire à ces registres-là. Donc tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que les registres CSR, donc que vous avez déjà connu, il permet d'activer les interruptions de façon globale. Et l'IER également, l'activation, pareil que le CSR, mais de façon individuelle, là c'est une façon globale. Pour les états, donc pour gérer ces interruptions, on doit utiliser les registres IFR, ISR et ICR. Donc un registre qui permet de mettre en marche une interruption. Celui-là, il permet de remettre à zéro l'interruption. Et là, c'est le flag ou qui nous donne l'état actuel de l'interruption. Donc, si on veut changer manuellement l'état d'une interruption, on doit passer par ces deux registres-là, qui sont très importants. Pour les pointeurs d'interruption, donc il y a la table, il y a le retour d'une interruption non masquée et le retour d'une interruption masquée. Donc, ces registres-là, ils contiennent des adresses de sous-programmes ou de routines d'interruption, donc en fonction de l'utilisation. Par exemple, le IRP, si on provoque
une interruption, si on active une interruption sur le timer et que le timer il a atteint sa valeur maximale, donc il va faire un débordement, donc un overflow. Une fois que le overflow qu'on a un overflow, pardon, là, une interruption sera déclenchée, l'interruption du timer. Cette interruption donc va sauter dans la table, cette table-là, qui va l'envoyer vers l'adresse du sous-programme qui gère cette interruption-là. Une fois que cette interruption, ce programme d'interruption a été exécuté, à la fin, on doit retourner à l'adresse initiale, donc où on était avant l'activation de l'interruption. Donc c'est une adresse. Cette adresse, elle est enregistrée automatiquement dans ce registre-là. Donc on doit faire un branchement vers ce registre. Donc rappelez-vous, cette partie-là, là, vous voyez que, là, vous voyez que une fois que cette interruption a été exécutée, l'interruption numéro 6, donc voici ces instructions, donc son sous-programme dans la table des interruptions. On doit retourner à l'état initial, donc l'adresse initiale avant l'interruption, et on utilise 5 délais parce que l'instruction branchement, comme on l'a dit, elle a un délai de 5 cycles qu'on doit consommer avant d'être exécuté. Voilà concernant donc cette troisième partie qui sera la dernière pour ce chapitre. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir la programmation en détail de ce DSP-là et présenter son jeu d'instruction. D'ici là, je vous donne rendez-vous lors des séances présentielles. Salam alaikum.